Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Vous écoutez le Singlecast, l'émission Rhum sans gueule de bois. Et nous revoici donc pour un nouveau live sur la confrérie du rhum ce soir, comme vous pouvez avoir l'habitude maintenant, j'ai envie de dire. Et ce soir, avec un sujet un peu particulier, nous allons parler cocktail. Et oui, cocktail. Et plutôt cocktail rhum avec un invité un peu particulier qu'on n'a pas encore eu dans cette émission, à ma connaissance. Qui n'est nul autre que ce très cher Stéphane Martin, brand ambassadeur des Rhums St. James, entre autres, également créateur du concept à la française, pour ceux qui connaissent éventuellement le bar français, etc. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses autour de ce sujet. Mais avant, il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Nous espérons également que notre cher Olivier nous rejoigne dans cette émission à un moment donné. Un jour. Ça serait sympa, un jour, s'il nous voit. Et allô, il t'attend. Et donc, en attendant, nous allons quand même passer à l'essentiel de cette semaine, qui est la rubrique des news que va nous proposer notre cher Laurent Cuvier. Laurent, c'est à toi. Ben oui, bonsoir à tous. Cette semaine, et puis voilà, un petit cumul, vu que ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu. Donc on saute dedans à pieds joints. Donc on connaissait les 7, 12 et 15 ans de St. James, des classiques parmi les classiques. Voilà le 9 ans. Et s'il s'inscrit gustativement entre le 7 et le 12, ça devrait être pas mal du tout. Le bar de l'ours nous sort sa troisième cuvée déjà. Cette danse de l'ours, puisque c'est son nom, est un brut de colonne de chez Tamouré, la distillerie polynésienne. Bristol, l'embouteilleur anglais, revient avec 4 nouveautés. Au programme, un Clarendon 2011, un Foursquare 2011, un Fiji 2010. Les trois sont à 47%. Et pour finir, un Caroni 98 à 54,6 et aussi à 530 €. Les Idodo, le rhum de Mélas de l'île Maurice, monte en gamme avec un XO. Il s'agit d'un assemblage de rhum d'un minimum de 13 ans, figurez-vous, et c'est toujours à 40%. Barbancourt, après la refonte visuelle de sa gamme, propose un blanc à haut degré, et c'est donc avec 55% qu'il faudra compter. C'est toujours du pur jus de canne. À voir si celui-ci en aura toujours aussi peu le goût. Dans la série des Exceptional Cask Selection, Foursquare a annoncé le Touchstone, un 14 ans à 61%, ex-fût de cognac et ex-fût de bourbon, mélangé à un moment. J'ai vu un truc dessus, j'ai pas compris. Est-ce qu'il sera différent des autres? Bien évidemment, puisque celui-là est 14 ans avec du bourbon, ouais, c'est comme les autres. Alors, parlons arrangé un petit peu avec le créateur marseillais Les Canailles et deux nouvelles références. Menthe clémentine, qui est macérée dans un rhum agricole de Martinique. Et puis un petit changement de recette avec leur arrangé ananas passion, où la vanille a été remplacée par la baie de Batak, que je ne connais pas. Ensuite, l'embouteilleur de Duppicher annonce une nouvelle référence, plus âgée que la classique. On reste cependant sur un blend Jamaïque, toujours Worsley Park et Barbade avec Foursquare. Bon, quand on dit plus âgé, c'est relatif, puisque l'âge moyen de l'assemblage est autour de 4 ans. Bon, voilà, on reste pas, enfin, on reste un peu sur le jeune quand même. Et puis on va terminer au Costa Rica avec la marque Centenario, qui dévoile une nouvelle référence et qui s'appelle The Taste of the Forest 1985. Et sa particularité, c'est d'avoir vieilli dans d'ex-fûts de whisky écossais des Lowlands. Oh là là, ça en fait des trucs. Tout un programme. Ouais. Tout un programme. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces news. C'est déjà pas mal en fait. C'est déjà pas mal du tout. Et il y a notre cher Olivier qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Olivier. Bonsoir. À l'heure. T'es couché Olivier? Non, c'est la faute de ma femme qui s'est dit qu'elle allait se faire un thé. Et donc si vous vouliez le sifflement de la bouilloire pendant 2 minutes, voilà, ceci explique. Non mais là, t'es couché sur ton canapé là, non? Ta caméra est à 90 degrés. Ah bon?
Voilà, là, c'est mieux. Alors, Là, c'est voilà. mieux parce que. Ah, mais ça va être chiant de tenir le téléphone comme ça. Bah oui, mais écoute, T'es en direct, là. Hein. Je sais bien, mais on a les gens qui nous le disent en direct. Hein. Le dernier arrivant tout droit doit tourner sa caméra. Enfin voilà. Pourquoi il y en a un qui est à 90 degrés? Enfin voilà. Alors, pourquoi il veut pas que je me mette dans le bon sens, cet idiot? En même temps, il est 90 degrés parce qu'il n'est pas haussé. Voilà tout. Je suis overproof. Oui, overproof. Alors Olivier, toi aussi, il me semble que tu reviens d'un certain voyage là récemment. Absolument, tout à fait. J'ai eu le plaisir de retourner en Martinique il y a maintenant 15 jours, un peu plus de 15 jours. Et c'était chouette. C'était bien chouette, ma foi. Quelle destination originale pour un amateur de rhum, dis-moi? Pour être franc, je ne pensais pas y retourner si rapidement parce que j'avais eu le plaisir d'y aller avec Benoît il y a 2 ans et on avait vraiment bien fait du speed-tourisme, on va dire. Et c'est vrai que finalement, on s'est dit, tiens, en famille, ça va être une autre façon de voir la Martinique à travers les chais et les salles de distillation. Vu que j'étais allé qu'une seule fois. Pour les chansons du carnaval, pour découvrir les chansons du carnaval. Absolument, tout à fait. La légèreté, effectivement, des paroles du carnaval. Ouais. Leur côté pédagogique aussi. Voilà. Eh ben, écoute, c'est non, voilà, c'était chouette. C'était chouette. Bon, je me suis quand même intéressé au rhum, je vous rassure. Un tout petit peu quand même. Oui. Des petites nouveautés que j'avais ratées et autres. C'était chouette. Raté. Oui, ça arrive, tout à fait. Alors, comme je l'ai dit en début d'émission, cette émission va tourner pour la première fois, il me semble, autour de l'univers des cocktails. C'est une idée qui nous vient donc d'Olivier et de Laurent, qui sont venus en disant tiens, on parle jamais de cocktails. Pourquoi on parle jamais de cocktails? On veut des cocktails. Moi, je sais pourquoi on parle jamais de cocktails, mais peut-être nos auditrices, nos auditeurs ne le savent pas. Vas-y, pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est quelque chose auquel tu t'es intéressé un peu plus tardivement. Pendant un temps, tu étais très spi à tout prix. Ouais, je me souviens, il y a quelques années. Intéressé au cocktail? Ça remonte un peu, mais je me souviens d'une époque où tu me disais « Oh non, je ne suis pas un maxi fan de cocktail. » Encore aujourd'hui, je te le cache pas. Hein. À la rigueur, le old fashion, mais voilà. Ça n'a pas changé. Bon, voilà, ça va. Il prend que ça. C'est pour ça que je demande pourquoi à un moment. Non, ça n'a pas changé. Bonne réponse. Toujours pas fan de cocktail. Il fait des exceptions. Il fait des exceptions pour les typons. Ah. Ouais, ça compte vraiment comme un cocktail, je sais. Alors, très très bonne question. Est-ce que le typonche est un cocktail? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous pensez que le typonche est un cocktail. C'est un très beau débat. En attendant, justement, comme je disais en début d'émission, et en attendant que Stéphane Martin nous rejoigne, nous allons parler de cocktails à base de rhum. Et justement, je voulais vous demander si c'était quelque chose qui vous, d'abord, est-ce que c'est quelque chose que vous consommez régulièrement ou pas? Parce que vous êtes amateur de rhum, certes, mais est-ce que vous buvez votre rhum vraiment que pur, comme je le fais, ou bien en cocktail? Ah, attendez, je vous coupe. Monsieur... Vous buvez votre rhum comme en pur ou en cocktail? Il y a la vedette qui est à l'antenne, là, qui arrive. Voilà, nous sommes sauvés. Stéphane, pour ceux qui ne connaissent pas, brand ambassadeur des rhums Saint James, est parmi nous ce soir dans cette émission du Singlecast en direct sur la confrérie du rhum. Stéphane, en direct de ma chambre, en plus, t'imagines? Pareil. On n'aura jamais dans ta chambre. On se fait une soirée intime sur mon plumard. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Bonsoir. Alors naturellement, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais vous faire boire, bande de grands professionnels alcooliques que vous êtes? Et j'ai trouvé la réponse. Allez. Alors c'est là. Alors je pourrais mettre un peu de lumière et on va même faire un pairing. Ceci n'est pas un typonche. Pourtant, ceci a bien un zeste de citron vert à l'intérieur, précisément très sec. Ceci est une variation d'un cocktail que vous connaissez peut-être, un grand classique qui s'appelle le Gin and It. Est-ce que vous le connaissez, les garçons? Absolument pas. De nom, mais... Vous connaissez le Sazerac ou pas? Ça vous parle, le Sazerac? Oui. Ouais. Vous connaissez cette petite astuce qui est de d'abord, naturellement, rincer le verre à l'absinthe. Oui. Sur des verres de pré-prohibition, naturellement, le mot cocktail s'emploie, je précise d'abord, c'est important de le rappeler, uniquement si on ajoute du bitter. Vous avez 23 familles de boissons mélangées, écrites dans ce livre historique de 1862, La Bible du bar, le fameux grand-père fondateur, Jerry Thomas. Ça, c'est l'original qui m'a coûté un divorce.
T'as prononcé le mot magique. Le mot noble, tu sais, celui que il y en a qui te disent ah j'ai fait 2 enfants donc je suis normal. Ah, moi j'ai divorcé 2 fois, les mecs je strike. Donc très sérieusement, je suis dans les standards, excusez-moi. Donc très sérieusement pour rappeler l'histoire, la définition d'un cocktail c'est spirits of any kind, sugar, water and bitters. Ok. Ça c'est la base historique, 13 mai 1802. On retrouve d'autres définitions, le 6 et le 7, mais là on va pinailler, c'est pas l'heure. C'était un lundi, il faisait beau, mais on n'est pas sûr, peut-être qu'il pleuvait. Ce qui est important de rappeler, c'est juste que la notion de cocktail vient du mot de l'ajout de bitter. Donc quand on va parler de rhum cocktail, citez-moi le seul rhum cocktail qui a du bitter dedans. Bah, le Punter Scotch. Ok. Le Moreto n'a pas de bitter dedans. Ah, tu vois, j'allais tomber dans le piège. Old Fashion, éventuellement? Alors, Old Fashion, oui, mais cherche-moi une recette. Pas avec du rhum. Mais cherche-moi une recette de Old Fashion sur un rhum compliqué à trouver. Ouais. Donc c'est là où, en plus, ça me fait plaisir et merci encore de m'accueillir, mais je suis en train d'écrire un livre sur les rhums cocktails. Ok. Ah, bah, tu vois. Parce que On j'aimerais anticipe bien. la promo. Bah voilà, c'est un peu ça, tu sais, charité bien ordonnée. En fait, ce qui m'importe, c'est si tu veux, de servir à la fois le rhum agricole dans sa culture. Et là, je pourrais parler de Saint-James. Je t'ai envoyé, Benoît, un document. Oui. La méthode d'Émile. Il y aura peut-être des slides si tu veux illustrer le propos, mais sinon, tout simplement rappeler. Donc, je répète, avant le fameux mot cocktail, l'espèce de cloche qui va tout englober, à la base, c'était juste une sous-famille parmi 22 autres. Et à partir de là, comme c'est easy, je vous rappelle le market à l'américaine, ça doit être easy to understand, easy to understand. Donc ça fait cocktail. De là se crée plein d'histoires et de là paraît le mot finalement phagocyte toute la culture qu'il représente, qui je rappelle est la culture des boissons mélangées. Si vous cherchez le mot cocktail, ça n'existe pas, c'est mixed drinks. Mais dans mon travail sur le bar français, c'est la même chose, on parle de boissons mélangées. Et dans les boissons mélangées, on met le cocktail. Donc je reviens à ce que je me sers là, j'ai envie de me faire un verre qui soit pas un tiponche, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le tiponche et sur l'art, excusez-moi monsieur Gitani, d'anoblir enfin le tiponche, véritablement, dans la technicité, dans les assemblages, dans les choix de sucre, dans les assemblages de sucre, il y a tellement à dire, finalement, ça peut devenir très très perfectionniste. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Donc Gin in It, donc est un cocktail, et se faisait à base de gin, et on rinçait comme un Saint-Zrac le verre au bitter. Ok. Pour pas le citer, j'en ai ramené une de ma petite collection, je vous ai un Angostura des années 40. Donc on rinçait le verre à l'Angostura et on y versait du gin, un des cocktails les plus faciles à louper. Et pourtant, il y a que 2 ingrédients. Parce que si c'est mal dosé, bon courage, ça ne va pas être terrible. Ouais. Donc, moi, je me suis fait ce soir, non pas un gin and it, et c'est pour ça que je voulais illustrer de qu'est-ce que je pense du rhum cocktail aujourd'hui, c'est qu'on en est au balbutiement. Ok. Et que si on sort si d'abord on accepte de reprendre notre culture, et là, pour y aller, des mecs avant moi qui ont fait le boulot extraordinaire, et j'ai amené quelques bouquins pour aussi, oui, j'en parlerai. Mais derrière, un gin and it classique dédié au gin, servi avec un agricole, là j'ai pris 56.5 avec auto-promo, je vous annonce en avant-première que je vais présenter mon deuxième bitter, que j'ai fait un bitter aux fruits. En 2 secondes, j'ai un gin and it qui sert le propos du rhum. Je ne suis pas allé mettre de la cannelle sur un rhum blanc, ça ne servira à rien, c'est pas le propos. À partir de là, j'ai fait un bitter vraiment ananas, mort, qui sert le rhum blanc, qui va rajouter une complexité aromatique du fruit et qui va rentrer dans le profil aromatique du rhum blanc. C'est pourtant un verre de pré-prohibition, à 2 ingrédients. Attends, donc là, tu as utilisé du rhum blanc. Alors là, j'ai utilisé d'abord mon bitter, j'ai rincé le verre au bitter, Ouais. celui que j'ai là. Ensuite, j'ai versé 4 centilitres, parce que je restais sobre quand même, messieurs, consommation responsable. Hein. J'ai versé un 4 centilitres que j'ai fait tourner dans le verre pour récupérer un peu du bitter, et j'ai fait un très léger zeste sec de citron vert. Ok. Et ça, pour moi, ça peut devenir demain un classique très élégant, parce que le sucre n'est pas forcément mon ami tout le temps. Et si le bitter est bien sélectionné en profond du profil aromatique du rhum, c'est super complémentaire et ça devient super bon. Je précise, c'est pour les gens qui aiment les choses sèches, c'est à mon palais. Alors après, je reviens sur quelque chose que tu as dit. Maintenant, je termine le pairing, parce que j'aime bien compliquer les choses. Vas-y. Moi, le Bosch, j'ai choisi une bière blanche en accord. Je suis allé chercher une blanche. Ah, c'est ça le pairing, c'est alcool sur alcool. Eh les gars, Je m'y attendais pas non plus. Hein. Il ne présente pas. Non, mais vous ne le connaissez pas, vous ne le connaissez pas. est-ce que vous connaissez une tradition de consommation américaine et allemande qu'on appelle le Bollermann? Ça vous parle ou pas, les gars?
Non, moi je connais la pinte de Guinness avec le shot de Jameson. Ou, Eh ben, c'est un Boilerman techniquement, c'est-à-dire que tu prends une bière avec un verre d'alcool sur le côté. Ouais, ça je et tu n'es pas obligé de t'enfiler le verre en shot, c'est pas le but. Non, ok. Le but, tu prends la sécheresse, l'acidité par la bière et tu prends la bière en shot, toi, mais pas le verre. Tu me taquines là. Arrête de me taquiner, Jerry. Je t'Italie, s'il vous plaît. Et donc, pour l'histoire, c'est quoi? C'est que dans ces logiques de Boilerman, qui sont des codes de bar, la bière avec le shot de rhum, c'est partout. Sauf que jamais personne ne te part accord bière et accord rhum en dégustation. Donc là, je suis allé chercher sur le profil une bière cuminée, une blanche de Namur. Et pour faire la liaison aromatique, dans cette blanche, j'ai mis un peu du bitter que j'ai mis dans mon rinçage de verre. Ah oui. Ok. Ce qui fait que mon cocktail de ce soir serait ou un gin and it, ou une bière aromatisée, ou au contraire le pairing de la bière et du gin and it. Alors, dans les commentaires... Est-ce que tu peux ajouter un cigare avec? Mais ça, c'est là où... Alors, sincèrement, avec la bière. Pour te parler histoire, quand je dirigeais mes bars luxe, j'ai fumé le cigare, mais j'ai complètement arrêté. C'est là où vous, les gars, je vous admire, parce que moi, je suis plus capable. C'est là où je vais vous embaucher pour ce que je vais ouvrir, parce qu'effectivement, pour moi, il faut travailler l'accord rhum-cigare, mais j'y arrive pas. Là, mon palais, il décroche. Donc, tu m'en veux pas? Santé, messieurs. Bonne dégustation. Santé. Alors, on a une question dans les commentaires. On nous demande si c'est une bière blanche. Oui, c'est une blanche de Namur. Ouais. Les blanches de Namur, j'aime beaucoup, parce que si tu travailles les blanches allemandes, qui vont être quand même très sur la céréale et le blé, vont un peu étouffer la fraîcheur de l'agricole. Alors qu'une blanche très légère, très aérienne au cumin va au contraire pousser l'agricole et rentre en complémentarité. Là, c'est ce que j'appelle bizarrement, ça peut paraître bizarre, mais le cumin sur le rhum agricole, ça fonctionne très bien. Et pour moi, quand je rentre dans un bar aujourd'hui, un bar qui se dit bar à rhum, tu vois, je veux ça. Je veux pas qu'on me serve une comment ça s'appelle, Nikazi ou je sais pas quoi, une japonaise sans profondeur avec la puissance aromatique d'un 56.5. Nikazi, c'est lyonnais. Pardon, Nikazi. Oh, quand même, on va pas. Bon, voilà. Mais j'ai besoin d'aller plus loin là-dedans. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Je sais pas, parce que dans ces bières-là, tu as une typicité légèrement, ça peut paraître bizarre, mais laiteuse en finale. Et ça accompagne bien aussi le rhum agricole sur le côté umami. Mais je reviens au cocktail. Donc ce soir, ça serait non pas gin and it, mais rhum and it. Ok. Stéphane, je voulais revenir sur l'origine du mot cocktail. Oui. Il me semble. À l'époque, tu avais dit que ça venait du mot français cocktail. Alors, que Français avait mis au point et que ça avait ensuite donné le nom cocktail au. Jerry, nous n'irons pas là. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer la conférence. Asseyez-vous, ça va être bien chiant. Servez-vous un grand verre. Servez-vous un grand verre. Je fais 6 heures si vous voulez. Moi, j'ai fait 3h30 avec les Polonais hier, si tu veux. Non, alors, il y a plein de choses à dire. Mais effectivement, dans mes recherches sur le bar français et la création de la française, j'ai trouvé au XIVe siècle le mot cocktail. Je vous rappelle aussi qu'au Canada, il existe le mot coquerel, ce qui n'est pas la même chose, c'est une maladie vénérienne. Oui, parce que donc, je me suis dit, nommer une boisson. Parfois, l'un peut amener l'autre. Oui. Mais tu vois, je me suis dit, dans quel ordre? Comme je créais à la française, je me suis dit, il y a le coquerel. Oui, voilà. Donc, en fait, pour l'histoire, donc à la base, il faut comprendre dans la création de la culture cocktail qu'il y a 2 écoles. La première, parce que là on remonte à loin, c'est quand se crée la Nouvelle-Orléans. Comme se crée la Nouvelle-Angoulême, c'est-à-dire Nouvelle-Orléans et New York. École française. La Nouvelle-Orléans, c'est l'introduction du rhum et c'est l'introduction du cognac, qui devient brandy. New York, c'est les juifs protestants. Donc là, elle est hollandais. Donc là, tu rentres par la Genièvre. Ça fait 2 écoles de consommation totalement différentes dans le rapport au boire. Je tiens à rappeler que l'alcoolisation massive est faite par les Hollandais, qui récupèrent tous les invendus de vinasse, qui les distillent pour commencer à faire de l'alcool fort. Et on passe d'une alcoolisation légère à une alcoolisation massive. Ça, c'est l'histoire de l'alcool. Donc, quand tu travailles le cocktail, historiquement, il est emmené dans les bateaux au XIVe siècle. Donc, dans mon bouquin, qui s'appelle Le bar français pour le coup, je raconte l'histoire du mot cocktail. Il y a au moins une dizaine d'histoires. Mais sur la source française, c'est le XIVe siècle, c'est le mot cocktail. Comme chez nous, pour info, je rappelle que le tennis, c'est le jeu de paume, historiquement. Oui. Que les Anglais le récupèrent sous le nom tennis, et que maintenant tout le monde est tellement, dit avec ma recherche historique, colonisé culturellement américain, que tout le monde a oublié le mot jeu de paume. Mais c'est exactement la même chose. Alors, je reviens par rapport à un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu dis qu'on n'en est qu'au balbutiement. Et c'est bon, les gars, c'est vraiment bon. Et on n'en doute pas, Donc, qu'on n'en est qu'au balbutiement, alors qu'on entend quand même parler de
de pas mal de cocktails au rhum classiques, on va dire, hein, de verre mélangé, comme tu dirais. De cocktails au rhum, de plus en plus de bars spécialisés. Tout à fait. Mais je veux dire même, allez, on va dire, il y a 20-30 ans, les mojitos, les daiquiris, beaucoup plus vieux encore, qui sont faits à base de rhum, on en parle, c'est important. Donc ça fait quand même plusieurs décennies qu'on parle de verre mélangé au rhum. Or, on dit qu'on en est qu'au balbutiement. Alors, ce que je veux dire par là, c'est, on m'a demandé de faire l'année dernière une conférence sur qu'est-ce que la créativité dans le monde du bar. Ouais. Et j'ai nommé ça, c'est le manque de mémoire. Et là, on m'a dit, mais comment, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, c'est facile, c'est comme la mode. Comme les gens oublient tout. Tout revient. Ouais. Tout revient. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le cocktail au monde? Si tu l'analyses, l'histoire du cocktail, je vous la fais, ce que je fais en conférence, ce que je ferai là pour le tour, ça fait ça. Hop, ça monte, d'accord? Ça descend, ça remonte, ça s'arrête. Là, tu as 40 ans de absolu martini, kiwi martini, melon martini, tout ce que tu peux imaginer martini. Arrive dans les années 90 un monsieur qui s'appelle Del De Groff, comédien de son état qui travaille au Rainbow Room, dont le patron lui file des livres comme ça, hein, des originaux historiques de ce qu'on appelle la culture de la pré-prohibition, c'est-à-dire la montée de la boisson, de la culture de la boisson mélangée, qui disparaît avec la prohibition. Mais qu'est-ce que c'est que la cocktail renaissance des années 90 que maintenant tout le monde exerce sans avoir lu les bouquins? C'est juste le retour de ce qui se faisait avant la prohibition. Hein. Mmh. Donc si tu n'as pas lu les bouquins et que tu as l'impression, généralement les gens réinventent des choses alors que ça a déjà été écrit il y a à peu près 120 ans. Mmh. Donc moi, ma question à chaque fois, mon point de vue, mais ça c'est comme quand tu es psychologue, tu es tenu de tenir à jour de ce qui se passe. Plus tu lis les livres anciens, là je ne peux pas vous les montrer à la bibliothèque, une partie est à côté, les enfants dorment, mais plus tu lis les livres, plus tu te rends compte, mais tout a été inventé. Hein. Le rum bottling cocktail. Ouais. J'ai des recettes de 1860. Ok. 1860. 1860. Je te trouve même des recettes. 1848. Alors, qui dit mieux? J'ai Jerry trouvé, Thomas. Voilà, j'en ai plein. Toi, c'est l'original que j'ai là. J'avais fait une démo au Rumfest où tu trouvais dans les 16e, 17e siècle, dans les ports, des cocktails à base de qu'est-ce qu'il y avait? Parce que la culture cocktail, à la base, elle se crée sur le brandy, cognac, à la base, pour devenir brandy, le rhum et la genièvre. C'est assez facile, les trois alcools de base historiques, d'accord? Qu'est-ce que tu trouves dans les ports des mecs qui faisaient quoi? Ce que je viens de faire, mais moins élégamment. Je vous l'avais fait en démo, je ne sais pas si vous avez été là, et j'avais pris une bonne vieille Guinness, tu sais, une bonne vieille stoupe. J'avais fait un sirop d'épices maison. J'avais pris un bon ambré de chez Saint-James que j'avais pas enrichi. Et tu mettais ta bière, ton sirop, ton rhum, et tu chauffais ça au tisonnier. Voilà un ancêtre de rhum cocktail que j'avais servi une fois. Je vous garantis que c'est super bon. Mm. Et que d'un seul coup, demain, quelqu'un va te sortir ça, et c'est un monsieur qui l'avait fait, qui s'appelle Dave Arnold, qui est un brillant monsieur, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Liquid Intelligence. Il a créé un tisonnier électrique. Tout le monde a crié au génie. Mm. Non, il a juste reproduit le tisonnier qu'on servait en 1700 dans les tavernes. Donc c'est pour ça que si tu veux, quand je te dis, là par exemple, est-ce que jamais dans votre vie, vous êtes grand professionnel du bar, de fête, vous avez déjà entendu un rum and it? Non. Voilà. Rum and bitter. Ok. Donc pour moi, le souci, c'est que quand tu regardes le rum cocktail, il va généralement être enfermé, parce que pour le coup, parfois, je trouve que ça enferme. Je reprends la discussion que vous avez eue sur AOC créativité ou prison dorée. J'ai même eu les Polonais qui m'ont demandé hier, texto, je vous jure que c'est vrai, ils m'ont posé la même question hier soir. Regardez, des bouquins comme ça qui sont extraordinaires, ça c'est Sipping Safari, c'est sur les tikis. Aujourd'hui, bizarrement, tu ne peux pas échapper quand tu as un cocktail à la tiki culture. Ouais, c'est sûr. Et la plupart des mecs n'ont pas lu les bouquins. Parce que pour savoir que le seul livre qui t'intéresse à lire ou relevant sur la tiki-culture, un des, serait le livre de ce monsieur, parce qu'il est allé chercher les recettes, je vous l'ai sorti là, de ce monsieur, original 48. Or, ce monsieur, par exemple, dans son bar, il ne travaillait que des blends de rhum. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu voulais même votre daiquiri que vous avez élégamment bu à Cuba, bande de cochons, je suis heureux pour vous. J'ai une petite surprise pour vous là-dessus, parce que je ne pouvais pas rester les bras croisés en vous regardant. Allez. Pour l'histoire, c'est que ce monsieur travaillait ses assemblages de rhum. C'est-à-dire que son daiquiri, son rhum de daiquiri, était un assemblage fait maison. Mm. Qui fait ça aujourd'hui?